Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette session Azure pour le développeur. Alors déjà, petit disclaimer, normalement, ce n'était pas nous qui devions présenter. C'était une personne, un évangéliste de Microsoft qui n'a pas pu venir au dernier moment. Du coup, on a été prévenu hier matin, donc pas beaucoup de slides, des démos un peu improvisées, donc nous en voulez pas si le contenu n'est pas super bien préparé, mais en tout cas, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et d'essayer de partager nos connaissances sur Azure. Donc tout d'abord, je me présente, Nicolas Hiller. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le développement Microsoft, beaucoup dans le .NET depuis un peu plus de 10 ans. Et je suis accompagné de Cédric Gouge. Qui a sensiblement le même profil, un peu plus sur la région parisienne, donc l'accent un petit peu moins chantillant, désolé. Mais effectivement, beaucoup de .NET, d'autres technologies. On va s'ouvrir de plus en plus sur l'open source, puisque c'est un peu la tendance maintenant chez MS. Et puis effectivement, petit passif aussi, quelques années chez Microsoft en tant qu'agilité d'avant-vente. Donc vous ne le voyez pas en bas, mais normalement il y a un petit logo Avanade. Donc on fait partie de cette société donc, qui est présente mondialement, mais aussi sur Toulouse. Bon voilà, c'était juste le petit blabla pour dire ce qu'on fait. Donc de quoi on va parler d'Azure, bien sûr. Donc une petite introduction. Je pense que vous connaissez tous un peu le cloud computing de manière générale. Alors peut-être un peu plus Amazon que Azure. Mais du coup, voilà, ça sera l'occasion de vous présenter un peu les différents services qui sont disponibles dans Azure, plus orientés développeurs. Qu'est-ce qui nous simplifie la vie? Qu'est-ce qu'on aime bien dedans? Qu'est-ce qu'on trouve plus cool que chez Amazon? N'hésitez pas, si vous avez des questions, des volontés particulières qu'on pourrait aborder. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas super préparé, donc on peut discuter de ce qu'on veut. Une petite partie démo, si ça fonctionne, parce que j'ai préparé ça hier soir très vite. Et un petit focus après sur VSTS, donc, qui est l'outil en ligne de Microsoft pour on va dire faire du DevOps, pour simplifier toute la gestion de backlog, de build, de déploiement, mais n'anticipons pas, on en parlera après. Et puis du coup des questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Hop. Donc, qu'est-ce que Azure? Alors, Cloud Computing, on connaît, c'est du data center à la demande, on va dire. Ce qui différencie un peu Azure, c'est une large palette de services, notamment, donc, il y a tout ce qui est IaaS, bien sûr, storage, mais aussi PaaS, ce qu'on ne trouve pas forcément chez les autres concurrents. Donc, tout ce qui va nous permettre de gérer la plateforme. Donc, il y a aussi du CaaS et puis du SaaS. Donc CaaS, Container as a Service, et SaaS, Software as a Service, PaaS, bien sûr, Platform as a Service. C'est Azure, une collection, on va dire, de services disponibles, et on va faire un petit tour de ceux qu'on préfère. On va aller directement sur le portail, ça sera plus simple. Donc là, une petite remarque, l'approche Microsoft sur l'approche cloud. Dans le monde MS, c'est Pass First, idéalement SaaS First si c'est disponible, Pass et Fallback sur le IaaS, qui est une approche un petit peu différente des autres fournisseurs de cloud, qui ont toujours plutôt privilégié le cloud comme une alternative à un data center on-premise. Là, c'est vraiment plutôt la capacité d'abord d'offrir les services, c'est comme ça qu'a été construit cloud, pour à la fin, in fine, si on n'a pas d'autres capacités, fallbacker sur du IaaS qui ont des coûts d'exploitation intrinsèques nécessairement plus élevés. Voilà. C'est pour ça que nous, on préfère le PaaS et le SaaS, ça coûte moins cher et c'est un peu plus rigolo. Bon, vu qu'on n'est pas beaucoup, vous connaissez tous Azure? Oui? Non? Vous levez la main? Oui, vous connaissez? Vous avez des abonnements MSDN? Oui. Alors, vous le savez peut-être, mais n'hésitez pas à activer vos bénéfices MSDN. Vous avez à dispo, alors, en fonction du level de l'abonnement, soit 130 € à dépenser chaque mois sur Azure, donc pour faire joujou, tout ce que vous voulez, soit 45 si c'est la version Pro. C'est dispo dans tous les abonnements, donc activez-les, c'est fait pour. Et voilà, vous testez, vous jouez avec, et c'est top. Essayez par contre de penser à bien désactiver vos G14 qui tournent en fin de nuit. Si vous êtes allé à la fin du setup, les 40 € ne vont pas tenir très longtemps. C'est les machines avec GPU. C'est les grosses à 14.
Donc le cloud, à quoi ça sert, hein, alors la vision de Microsoft, d'abord c'est une extension de votre data center. Donc bien sûr, on peut faire tout ce qui est géré dans le cloud public, mais bien sûr, un des intérêts forts, c'est de pouvoir faire du cloud hybride, voire même du cloud on-premise avec Azure Stack, donc qui va vous permettre d'avoir quasiment la totalité des fonctionnalités d'Azure directement chez vous. Ça, c'est le discours commercial. La réalité d'Azure Stack aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait là. C'est typiquement le Azure Stack est en général availability depuis a été annoncé availability à l'Ignite avant-hier. La réalité, l'appliance, à cette EP, il faut déjà bien compter une bonne semaine pour recabler le bousin et faire marcher le truc. Et après, on va avoir du IaaS. 2-3 services en passe, notamment tout ce qui va être Service Bus, Blob Store. Les autres, pour l'instant, sont soit en early adopter, soit en tap. Azure Function ? Pas encore. Ah. C'est parce qu'il fait joujou avec ça. Donc, alors pourquoi on fait du cloud, hein, bien sûr, c'est pour, dans un premier temps, bénéficier de la scalabilité, donc étendre son data center. On rajoute des machines à la demande facilement. Quand on n'a plus besoin, on les déprovisionne. Théoriquement, si on le gère bien, on économise, on gère correctement les coûts. Et on peut être hautement disponible et faire des architectures avancées 2017 qui vont bien, quoi. Voilà. Si on va par là, c'est un petit peu le type de démo qui ont été faites. Ça va être typiquement du serverless qui va consommer des triggers sur Cosmos DB. On peut imaginer ce genre de scénario-là, où on déploie absolument que le code nécessaire et les données. Et on n'a pas de provisioning d'infrastructure, on a très peu de setup. Fondamentalement un template JSON dans lequel on va définir notre infrastructure. Donc on est pleinement dans l'infrastructure as code. Et on peut construire une infrastructure quasiment end-to-end sans avoir à déployer le moindre OS. Et Azure est ouvert un peu toutes les technos, tous les langages. Si vous faites du Microsoft, bien sûr, ça a très bien fonctionné. Ça s'interface très bien, notamment avec tous les outils Visual Studio & Co. Mais on peut faire, bien sûr, plein d'autres langages, hein, Node.js, PHP, en fait à peu près tout, hein, Java, tout ce que vous voulez, c'est dispo et accueilli à bras ouverts par Microsoft. Et c'est pas que du discours commercial, hein, j'ai pu le tester aussi, c'est vrai que ça fonctionne bien. Alors je reviendrai après un peu sur les data centers, mais c'est vraiment très dispo par rapport aux autres fournisseurs de cloud de type Amazon ou Google. Il y a des data centers un peu partout dans le monde, hein, ce qui permet d'avoir aussi plein de bénéfices à faire des applications géodistribuées et vraiment hautement scalables. Avec la petite remarque que Toulouse n'a pas été retenue, finalement ce sera Marseille pour la France. Oui, c'est ça. Puis voilà, du coup, j'ai marqué 50 compliance. Il y a plein de... C'est un cloud très sécurisé qui, un peu comme les autres, qui ont passé toutes les compliance, quoi. Donc, ce site qui est un bon point d'entrée pour découvrir tous les services qu'il y a dans Azure. Donc, je l'ouvre ici, en fait. Bascule l'écran. Vous ne voyez pas. Merci. Donc, du coup, c'est moi qui ne vois plus. Alors, on va changer de place, hein. Du coup, ça regroupe un peu tous les différents types de... Alors, je vais l'ouvrir aussi sur ma machine, ce sera plus simple. Pas mal. Ou duplicate, ouais. Hop, ce sera un peu plus pratique. Donc là, normalement, on perd l'image. C'est un peu gros. Bon, du coup, je vais le rouvrir. Voilà. Donc c'est réparti en plusieurs catégories. Donc il y a toute la partie compute qui va regrouper notamment toutes les machines virtuelles, mais aussi plus qui contient aussi des solutions de containerisation, du serverless. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, mais ce que je voulais que vous voyiez là-dessus, c'est qu'il y a à chaque fois une petite description du service, ce qu'il fait, des liens vers la doc, et voilà, pour trouver rapidement à quoi sert le service. Du coup, c'est intéressant. Donc, bien sûr, il y a toute la partie
on va dire infrastructure, hein, networking, storage. À noter que le storage vraiment est très intéressant. Si vous avez besoin, c'est pareil chez Amazon, hein, S3, pour stocker des gros volumes de données, c'est très peu cher et après on peut cumuler les disques pour que ça aille d'autant plus vite. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les fonctionnalités de réseau, il y a des services qui sont utilisés pour étendre justement votre data center on-premise et qui vont permettre de connecter en fait les différents éléments ensemble, quoi. Donc on va trouver la capacité à faire du subnetting, de l'isolation de groupe. Éventuellement, on a tout un load balancer logiciel qui est assez sympa. On peut retrouver effectivement qu'on peut coupler avec une gestion de droit qui peut faire des éléments assez sympas d'infrastructure. Après, il y a toute la partie PaaS qu'on adore, nous. Hoster des sites web, très pratique avec toute la partie web et mobile. Donc, c'est pas que ça non plus, hein, c'est aussi des orchestrateurs, un peu comme on avait à la BizTalk avec les Logic Apps. C'est des éléments autour de tout ce qui est API web. Donc, pas mal de choses qui vont permettre de gérer toute la partie web, on va dire. Et après, derrière, les services de base de données, donc SQL Server, bien sûr, qui est une fonctionnalité phare de Microsoft, mais dans le cloud. Donc, c'est des fonctionnalités alors, globalement identiques, mais avec des petites subtilités qui vont vous permettre d'architecturer vos applications base de données différemment pour bénéficier de la scalabilité verticale, du coup, que vous n'auriez pas, horizontale, pardon, que vous n'auriez pas avec des serveurs à la maison. Et donc SQL Server, bien sûr, mais à peu près tous les autres. Hein, NoSQL avec du document, il y a du MongoDB, il y a du Cosmos DB là, qui est sorti assez récemment, qui permet de faire du document orienté graph, du NoSQL orienté graph, du NoSQL orienté document, du Clevalor, et puis voilà, surtout comme point très important, c'est la seule base de données NoSQL dans le cloud backée financièrement avec un SLA. Ouais, complètement. 99,99. Géodistribué partout. Du Redis, du coup plein de choses qu'on peut faire en service plutôt que à se monter les VM soi-même et après derrière les administrer. Bon, je passe un peu vite fait sur la suite. Hein. Intelligence artificielle, donc machine learning, hein, comme tout le monde. C'est aussi un ensemble d'API de machine learning déjà toutes faites, mais aussi la capacité de faire de l'apprentissage avec les différents algorithmes de prédiction, de régression linéaire, enfin tout ce qu'on veut. Petite news aussi, pareil, pour faire un peu d'actualité. Depuis, ça a été annoncé à l'Ignite hier. Vous pouvez sortir les algos de machine learning dans des conteneurs Docker pour les exécuter on-prem ou éventuellement, si vous êtes vraiment très joueur, les pousser jusque dans d'autres clouds. Alors, je reviens sur la présentation, si j'y arrive. Ouais, non, ça ne s'affiche pas. Attends. Voilà, parfait. Juste pour vous parler vite fait des data centers. Donc, j'ai mis un lien parce que comme ça, c'est vraiment à jour. Ça change toutes les heures. Ça s'affiche ? Oui, parfait. Donc, avec toutes les différents endroits où il y a des data centers. Donc, on en a aujourd'hui 36, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, 36 régions. Et donc, le petit focus sur les 2 nouvelles qui vont arriver cette année, normalement. C'était prévu pour 2017. Donc, 2 en France. Hein, si jamais vous avez des données qui ne doivent pas sortir de la France, c'est à cet endroit-là qu'il faut les mettre. Pareil, en réglementation européenne, si vous avez besoin d'un data center souverain, c'est-à-dire qui n'est pas opéré par des personnes américaines, ce qui peut être le cas, poser certaines problématiques. Il y a un data center en Allemagne qui est opéré par des personnes allemandes, une société qui a été créée pour l'occasion et qui est coexploitée par Microsoft, mais Microsoft n'intervient pas directement sur le data center. Donc on peut avoir un data center souverain dans Azure. Donc je propose qu'on passe un peu à du concret là. Donc du coup là, je suis connecté sur le portail d'Azure. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les services qu'il y a. Donc un que je trouve très pratique et qui, c'est bon, ça s'affiche bien, et qui rend bien des services en tant que développeur, c'est la capacité de créer des machines virtuelles.
Donc ça, c'est rien de nouveau. Mais elles sont disponibles avec plein de choses déjà préinstallées, donc ce qui va nous simplifier pas mal de choses. Imaginons, par exemple, que j'ai besoin de faire des tests sur une techno, disons du Xamarin. Je peux très facilement me monter une VM avec un environnement déjà tout fait. Comme ça ne me pourrit pas ce qu'il y a sur ma machine. Je peux faire mes tests, je peux jouer. Quand j'en ai plus besoin, hop, je peux la killer. Et voilà, donc c'est plein de VM qui sont fournis avec différents éléments. Donc vous voyez, c'est très vaste. Hein. Il y a de l'Ubuntu. Si vous avez besoin de créer un Linux avec un Docker dessus, il y a ça, mais il y a aussi d'autres solutions de containers as a service. Une que j'utilise aussi assez souvent, c'est de quoi faire du log. J'ai mes petites applications, j'ai besoin de faire du log. J'utilise des VM qui sont déjà toutes faites avec ELK, en l'occurrence la stack Elasticsearch, Logstash et Kibana. Pour pouvoir, je me connecte dessus, ça balance les logs là-dessus, et puis quand j'ai besoin, je vais consulter les différents logs de mes applications. Ça, c'est quand tu as décidé de ne pas utiliser AppInsight. C'est ça. D'autres services aussi que j'utilise, alors plus dans les VM, mais qui sont intéressants, c'est les services d'envoi de mail. Donc on a du SendGrid par exemple, ou du MailJet qui sont dispo avec 25 000 messages, 25 000 mails gratuits par mois, donc à utiliser comme ça assez facilement. Du coup, moi, ça me permet mes petites applications en perso, je m'envoie un mail quand j'ai besoin et du coup, c'est assez pratique. Alors, passons maintenant à la partie PaaS qui me tient un peu plus à cœur. Du coup, avec App Service, on peut déployer des applications web. Donc, il y a pas mal de types d'applications web. Donc, web app classique, mais aussi API app pour exposer avec des fonctionnalités supplémentaires des API REST. Mais on a aussi des choses un peu toutes faites, là, type WordPress on Linux. Si j'ai besoin de monter un blog rapidement, je sélectionne la machine, enfin l'élément, je définis les différentes options. Donc je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais juste pour vous montrer un petit peu. Blog DevFest. Voilà, j'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Du coup, derrière, je peux utiliser du MySQL pour Azure. Et simplement, comme ça, en quelques clics, je me crée une configuration qui va bien et qui est directement exploitable après sur le cloud. Donc voilà, il y a un certain nombre de templates par défaut. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, je peux déployer des éléments Microsoft, d'une appli ASP.NET, ASP.NET Core, mais aussi du Node.js. Et donc, alors là, j'utilise Visual Studio parce que j'ai la licence et que j'aime bien ça. Mais on peut très bien utiliser n'importe quel autre éditeur. Donc j'ai fait une petite appli, simplement, qui répond à la route que je lui passe en paramètres. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut très facilement le publier donc manuellement, mais aussi automatiquement sur Azure. Donc je peux utiliser une existante ou me recréer des nouvelles et déployer directement une application faite en Node.js, si le réseau veut bien répondre. Et en quelques clics, du coup, je peux le déployer sur le cloud. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de tarification. J'ai des offres gratuites. Donc, si je veux héberger un site web gratuitement, donc avec des contraintes, bien sûr, c'est un environnement mutualisé. Mais il y a aussi des offres plus payantes et plus complètes qui vont permettre de faire bien sûr de l'hébergement, mais de pouvoir gérer de l'autoscaling, par exemple. Si mon site est beaucoup visité, du coup, je peux définir certains compteurs. Est-ce que le processeur va dépasser tel seuil ? Du coup, je rajoute automatiquement une machine, et inversement du downscale. Si on passe en dessous des 20%, par exemple, hop, tu enlèves une machine, etc. Et il y a aussi la possibilité de gérer des slots de déploiement. Donc, je
j'ai mon environnement de test qui est dispo dans le cloud, il est validé, et en un seul clic, du coup, ça me bascule sur l'environnement de prod, et l'environnement de prod redevient l'environnement de test sur lequel je vais pouvoir faire mes évolutions, mes corrections d'hotfix et tout ça. Donc là, ça ne se déploie pas, pourtant ça devrait. Je pense que c'est un problème de réseau, effectivement. Alors j'ai dû le faire hier. J'ai peut-être encore une version qui fonctionne. Du coup, bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est une appli Node dans le cloud. Dans la même liste des features, pendant qu'on cherchait l'implément, tu as parlé des slots, mais tu as aussi la capacité de faire de l'A/B testing en utilisant via le load balancer. Donc typiquement avoir deux applications et router un certain pourcentage du trafic vers l'un des deux slots. Donc typiquement pour les montées en production progressive, on peut targeter 10% des requêtes qui partent sur la VNext et 90% qui partent sur l'ancienne. C'est ce genre de scénarios qui sont assez sympas pour les sites qui sont en production. Donc voilà, c'était la super démo, Welcome to Express. Donc ça s'est déployé finalement, et voilà, j'ai l'adresse en haut qui est la version gratuite sur Azure, mais derrière, bien sûr, avec des offres payantes, on peut avoir du nom de domaine, CNAME, ce que vous voulez. Du coup, ça fonctionne comme ça. Bon, je voulais vous montrer les différents types de pricing, mais finalement, c'est peut-être pas intéressant, on va peut-être avancer. Donc, on a parlé de base de données vite fait. C'est très facile de déployer une base de données. Vous voyez ici les différents services qu'il y a. Donc, bien sûr, SQL Database, qui est la version cloud de SQL Server, mais derrière, il y a la possibilité de faire encore d'autres choses. Là, celui-là est intéressant, c'est l'Elastic Pool, en fait, qui va permettre de scaler différentes bases de données dans un pool dont on maîtrise en fait le nombre de... Alors, ce qu'on appelle les DTU, c'est les... qui vont permettre de mesurer en fait et garantir un certain niveau de service sur les bases de données. Mais derrière, comme je vous disais, on peut mettre du Redis assez facilement, du MongoDB, du MariaDB, tout ça est géré par Azure, donc c'est vraiment du SaaS. Voilà un peu le tour de ce qu'il y a. Et alors du coup, dans les offres PaaS, on peut continuer un peu là-dessus. Un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Service Fabric, qui est une plateforme, on va dire, qui permet de faire des microservices chez Microsoft. Donc c'est plein de choses. C'est un modèle de développement, avec différents paradigmes de gestion. Un orchestrateur aussi de services. Ça permet de gérer la haute disponibilité, comment on dit reliable en français, la résilience. Donc voilà, plein de choses qui vont faire que votre application pourra vraiment s'adapter à toutes les contraintes du marché d'aujourd'hui. Et donc derrière, il y a différents modèles de programmation. On peut très facilement embarquer un exe existant type Node.js, par exemple, Node.exe. Hop, on embarque ça avec un fichier app.js. On démarre ça directement dans le cloud et on a un microservice disponible. Alors ça fonctionne, je dis dans le cloud à chaque fois, mais ça fonctionne aussi dans vos data centers et dans n'importe lequel, du coup, puisque c'est un framework quasiment open source. Des parties sont open source, mais pas toutes, et qui peut être embarqué directement déployé chez vous, chez vos clients, ou chez Amazon, chez Google, etc. Alors il y a une offre PaaS Microsoft, donc c'est forcément mieux, et ça fonctionne tout intégré avec montée de version, etc. Mais on peut le gérer aussi à la mano soi-même. Alors les modèles de programmation, je vais passer vite fait, ça permet de faire du stateless et du stateful. Donc la gestion du state, c'est un élément très compliqué dans les microservices. Là, c'est intégré par le framework. On a ce qu'on appelle des reliable services qui ont des collections qui sont gérées en mémoire et automatiquement dupliquées réparties sur les autres nœuds, répliquées, c'est ça, sur les autres nœuds du cluster.
Donc ça, c'est un modèle de programmation qui est très intéressant, qui permet d'éviter voilà, les bases de données qu'il y a derrière, etc. Et d'avoir vraiment des acteurs qui sont, des services qui sont scalables comme il faut, avec du state. Mais il y a aussi un autre modèle de programmation qui est le pattern acteur, donc les acteurs virtuels, qui va permettre de gérer notamment de la concurrence assez facilement. Si vous avez des scénarios où vous avez besoin que les données puissent être gérées en parallèle, mais les uns à la suite des autres. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, un client d'un e-commerce, il va avoir des traitements qui vont être spécifiques à ce client, mais on va pouvoir les répartir sur tous les clients différemment. Et derrière, avoir les messages qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Alors, en 2 secondes comme ça, c'est peut-être pas très clair. Mais du coup, c'est vraiment un paradigme très intéressant pour faire de la concurrence sans les soucis qui vont avec. Donc j'avais préparé une petite démo au niveau timing. Ouais, on va peut-être pas aller jusqu'au bout. En fait, j'ai packagé simplement une application Node.js. Très simplement, qu'est-ce qu'elle fait cette application? Elle écoute sur une route, un port spécial, et elle calcule la factorielle du nombre passé en paramètres. Et j'ai aussi une API web. Alors, du coup, là, c'est de la ASP.NET Core qui renvoie une liste de valeurs, donc il n'y a rien de transcendant. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il fonctionne en local. Donc vous avez en fait un cluster qui est monté sur votre machine en local, donc c'est très pratique pour tout ce qui est debugging. Et vous avez exactement la même chose dans le cloud, donc là vraiment sur des machines distribuées, et très facilement montable avec Azure. Donc c'est un service qui est disponible dans le portail. Vous faites clic, clic, clic globalement, et puis ça fonctionne. Service fabrique. Donc il y a pas mal de paramètres bien sûr à définir. Le nombre de nœuds qu'on veut, les types de machines qu'on veut utiliser derrière, les VM, la taille des VM. Alors dans Azure, c'est bien de faire des clusters sécurisés, mais pour ça, il faut un nom de domaine et des certificats. Donc, je ne pourrais pas vous faire la démo en live. Mais voilà, c'est quand même assez facile à mettre en place. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce modèle de programmation qu'il offre et la capacité de le débugger en local. Un truc que vous pouvez faire dans Azure, que vous pourrez bientôt faire on-premise, qui est passé très rapidement, c'est qu'en théorie, dans les operating systems ici, on a Windows Server Data Center, mais on devrait aussi, logiquement, avec container, avoir du Linux. Oui, j'en ai pas parlé parce que effectivement, j'ai oublié. Toute la partie déploiement, en fait, on peut gérer des applications à nous, mais on peut hoster des containers, hoster des applications embarquées, là, comme j'en ai parlé. Mais derrière, alors ça peut fonctionner avec du Linux, avec du Windows, et derrière, toutes les applis qui peuvent fonctionner là-dessus vont fonctionner dans Service Fabric et bénéficier automatiquement de la haute disponibilité, de la scalabilité, etc. Bon, là, du coup, ça met un peu de temps à se déployer. Alors, je pense qu'on va passer à la suite. Alors, j'ai vu que ce matin, il y avait une démo sur Kubernetes. Ça existe aussi chez Azure. Donc, qui est un service CAS de Container as a Service et qui derrière va permettre de provisionner un cluster de machines avec c'est la page d'après, avec potentiellement différents orchestrateurs, donc ceux qui sont connus dans le monde open source, Kubernetes, DCOS, Mesos et Docker Swarm. Donc tout ça est, on va dire, créé automatiquement par Azure avec les bonnes pratiques pour avoir un cluster qui va bien avec les bonnes conventions, tout ça, directement provisionné par Azure. Et derrière, vous pouvez déployer vos containers. Alors de plusieurs façons, soit vous les déployez à partir de hub public, ou alors vous avec une registrie privée type... ça a fini par démarrer. Ça a fini par déployer, c'est bien. Du coup, type... par exemple Azure Container Service de Azure Container Registry qui est une registry de containers dans Azure.
mais de la même façon, avec d'autres, ça fonctionne aussi. Donc vous voyez ici les différents orchestrateurs qui sont dispo, et voilà, en quelques clics, on se monte un cluster de autant de machines qu'on veut, avec les masters, avec les slaves, tout ce qui va bien, voilà, très facilement. On va passer un peu vite sur la suite. Il y a d'autres services, j'en ai parlé, le serverless avec Azure Function, l'intelligence artificielle et d'autres types de services qui peuvent rendre des trucs intéressants, type service bus, etc. Avec différents niveaux de SLA et de nombre de messages. Voilà pour la partie portail. Je voulais faire un petit focus sur VSTS aussi, donc qui va vous permettre de gérer tout le DevOps, on va dire, de vos projets. C'est d'abord un outil qui va permettre de gérer le backlog, donc compatible avec les Scrum, avec les Safe, etc. Donc, je vais vous montrer un portail, ce sera plus simple. Alors, c'est là. Donc ça, c'est un des éléments qu'on utilise dans nos trainings, où on a voilà, des éléments qui sont déjà préconfigurés. Donc la gestion du backlog, mais ça vous devez connaître, ça ressemble un peu aux autres éléments type Jira ou autres. Les tâches qu'on va pouvoir affecter aux développeurs, qu'on va pouvoir voir de manière... Ah oui, pardon. Hop. De manière jolie, type board, et donc qui est fortement intégré à tout le reste de ce qui va découler derrière, à l'inverse d'un Jira par exemple, qui va être un peu déconnecté des outils de build qu'il y a derrière. Donc la VSTS, c'est vraiment un produit qui fait tout, c'est vraiment un tout en un, et c'est pour ça que c'est intéressant et que je voulais vous en parler. Donc il fait aussi du hosting de code, donc avec du Git ou avec du TFVC, qui est le repository de Microsoft. On va pouvoir créer des définitions de build qui couvrent un large spectre. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc très facilement, en quelques clics, vous créez un build qui va permettre de compiler une solution Visual Studio, mais aussi, moi je vais créer un nouveau build, pourquoi pas une application Android à déployer sur un store. Voilà, différents types de templates qui existent déjà. Voilà, si vous voulez déployer de l'Android, du Ant, ce que vous voulez, du Service Fabric, on vient d'en parler. Il y a plein de modèles déjà très préfaits, mais qu'on peut bien sûr agrémenter avec nos propres éléments. Et on peut aussi démarrer de zéro pour faire vraiment ce qu'on veut. Pour la petite histoire, je me suis aussi servi de VSTS pour piloter un Jenkins, où il y avait des différents builds qui étaient configurés pour builder du Java avec Maven, enfin peu importe. Et VSTS est capable de piloter Jenkins aussi, récupérer les logs, récupérer les résultats des tests qui ont été exécutés et l'afficher dans le portail. Directement lors du build ou aussi dans les dashboards qui sont accessibles pour les équipes. On peut avoir les métriques, nombre de builds, etc. qui ont été faits, les différentes métriques sur les tests, etc. Alors ça, c'est pour la partie build. Bien sûr, c'est compatible avec tous les frameworks de test auto, bien sûr celui de Microsoft, mais derrière, on peut mettre du Selenium, on peut faire ce qu'on veut, hein, puisque derrière, soit on utilise la capacité de build dans le cloud de Microsoft qui met à disposition, ou on peut se monter des serveurs aussi chez nous pour builder des trucs un peu spécifiques avec des dépendances peut-être parfois un peu complexes. Et derrière, ça veut dire qu'on a la main sur ce qu'on veut, hein, si on veut installer un Ranorex pour lancer des tests, mais du coup on peut. Et du coup c'est la partie user testing. Et après il y a tous les éléments qui sont, alors du coup là c'est pas marqué, c'est la partie release management en fait de Visual Studio. Et une fois que le build est fait, donc l'artefact est créé, il est donc dispo dans le cloud, et derrière on a des outils qui permettent de gérer la release des projets. Et de la même façon, c'est construit sous la forme d'une espèce d'enchaînement de tâches qui vont servir à faire le déploiement sur les environnements.
Donc là, vous voyez un peu la partie graphique de l'outil. C'est tout blanc. Voilà, c'est ça. Qui, là, en un clin d'œil, permet de voir les liaisons qu'il y a dans les environnements. Donc, en bon DevOps, on va d'abord, on va pas se permettre en fait de déployer des environnements avant d'avoir fait tout ce qu'il y a avant. Donc, si je veux déployer sur la prod, il va falloir d'abord que je passe par dev, par UAT, pré-prod, etc. L'outil gérant tout le pipeline de validation également, avec délégation de rôle pour la validation, qui sont pas nécessairement à la main des développeurs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. Voilà pour la partie release. Et du coup, derrière, on a toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les outils de monitoring qu'il y a typiquement accessibles dans le cloud, mais aussi sur les autres montées. Si on veut avoir des métriques dans un Grafana avec un FluidDB, du coup, on peut faire remonter ça dans... Ah oui, tiens. Et voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est compatible, donc VSTS, avec quasiment l'ensemble des outils du marché. Ce que je disais, si vous voulez faire du déploiement avec Ansible, après avoir compilé un build sur Jenkins, c'est faisable. Pas le plus rigolo à faire, mais c'est faisable. Du coup, derrière, tous les services de DevOps donc sont fortement intégrés dans... On ne voit pas super bien, du coup, c'est un peu coupé. Mais ça, c'est la table périodique des outils DevOps. Et ils sont fortement... ils sont tous dans Visual Studio. Et c'est vraiment le seul outil qui fait tout et qui permet d'adresser vraiment tous ces outils en même temps, quoi. Du coup, je suis allé assez vite un peu sur tous ces éléments, parce que le temps passe. Si vous avez envie qu'on parle d'autres points, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou sinon, je peux repasser sur le portail et voir d'autres trucs qu'on n'a pas explorés. Des questions? Oui, c'était clair? Oui. Alors, App Insight, oui, c'est fortement recommandé, on va dire. C'est très intégré, bien sûr, à tous les services d'Azure et souvent sans avoir quelque chose de spécial à faire. Récemment, là, sur les applications .NET Core, il y a juste à cocher, puis on n'a rien à mettre dans le code et c'est monitoré sans aucun souci. Donc, c'est ce qui est recommandé, bien sûr, par Microsoft, mais vous pouvez brancher tous les outils que vous voulez dessus, quoi. Ouais. Et ça va dépendre de ce qu'il y a derrière aussi. Si c'est une application Node hostée dans le service Fabric, ça va être un peu compliqué à mesurer comme ça avec App Insight. Mais c'est vraiment un outil qui est très bien fait, qui n'est pas trop cher en plus à l'utilisation, donc il faut aller dessus. C'est bien. Il y avait une autre question. Moi, c'était juste pour savoir les limites du crédit de 45 €. Oui, alors ça, c'est propre à l'abonnement MSDN Pro. Donc l'abonnement Enterprise, c'est 130. Et en fait, on peut utiliser tout ce qui est facturé par Microsoft. C'est-à-dire que Azure a une marketplace, un peu comme tous les vendeurs de manière générale. Et ce qui est vendu par des partenaires, donc avec une licence spécifique, typiquement si alors ça n'existe pas, mais si j'avais un Oracle as a service comme ça, on devrait payer la licence à Oracle du coup. Donc, par contre, tout ce qui est facturé par Microsoft, qui est, on va dire, 95% du scope, est utilisable sans aucun souci. Et par contre, dès que les crédits sont épuisés, si on n'a pas mis sa carte bleue, du coup, ça s'arrête. Et par contre, on peut bien sûr payer pour les ressources supplémentaires ou sinon attendre que les crédits se renouvellent, quoi.
Et donc avec ces 45 € ou 130 pour la version Enterprise, vraiment on fait ce qu'on veut. Et moi j'ai à titre perso plusieurs applications qui sont hostées dans Azure, une base de données SQL Server qui doit me coûter 5 € par mois à peu près, un site web qui est sur un free plan, donc là je ne paye rien. Puis si j'ai un cluster Service Fabric aussi, ça doit me coûter on va dire une cinquantaine d'euros par mois. Tout ça sur mon crédit, ça passe sans aucun souci. Si vous avez envie de monter une VM pour miner du Bitcoin, du coup c'est faisable aussi. Voilà, 40 €, ça va vite être limité, mais c'est faisable. Et voilà, du coup, dans l'abonnement MSDN, ça ne coûte rien de plus. Et pareil pour VSTS, donc, qui est gratuit pour des équipes de 5 développeurs maxi. Bien sûr, si vous avez un abonnement MSDN, du coup, il n'y a rien qui est... Enfin, c'est inclus dedans, en fait. Donc, vous pouvez aller sur un projet avec tous vos collègues qui ont des abonnements MSDN sans aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc en conclusion, je dirais que Azure, c'est bon, mangez-en. Il y a des concurrents, Amazon, pour ne pas le citer, avec des avantages et des inconvénients. On n'a pas parlé de prix. C'est vrai qu'il faut toujours comparer les prix entre les fournisseurs de cloud. Il y a des choses qui sont moins chères chez Amazon, des choses qui sont plus chères aussi chez Amazon, des services qui existent chez l'un et qui n'existent pas chez l'autre. Notamment là où Microsoft est très fort, c'est sur la partie PaaS, donc qui est pour les développeurs vraiment quelque chose de très bien. Si vous avez besoin de rationaliser vos coûts, la partie VM du IaaS, c'est quelque chose qui va coûter vite très très cher. Donc ne pas hésiter à se tourner vers les services PaaS, les services SaaS aussi, un SQL Server as a Service. Je vous l'ai dit pour 5 €. Bon, après j'ai des limitations sur le nombre de connexions simultanées qu'on peut avoir. En l'occurrence, c'est 30. Mais ça permet vraiment de se dépanner à moindre coût et vraiment de monter et se rendre compte finalement du dimensionnement de ses besoins facilement sans avoir à investir au début vraiment beaucoup dans les serveurs ou dans les licences. Un dernier mot? On a parlé du bas de l'infrastructure. Maintenant, il faut aussi voir qu'Azure, ça permet aussi d'adresser d'autres solutions architecturales, typiquement l'autre extrémité. On couvre potentiellement des infrastructures avec une centaine de serveurs, où là, effectivement, on a des coûts qui peuvent partir, qu'il faut maîtriser. Et c'est là où, effectivement, la vraie réflexion consiste à se poser avec les clients sur ce type d'architecture, avec potentiellement multi-cloud, notamment d'autres niveaux d'abstraction. C'est là où on prend aussi certains partenariats qui ont été signés récemment, notamment Microsoft a signé avec HashiCorp un partenariat il n'y a pas très longtemps pour augmenter le développement du module Terraform, qui est un bon produit d'ailleurs pour faire de l'infrastructure as code, qui abstrait un peu le cloud provider. Donc on peut prendre un peu de recul vis-à-vis de ça. Effectivement, c'est cette typologie d'approche-là qui est un peu pour des très très grosses infrastructures qui peuvent avoir du sens aussi. Voilà, merci pour votre attention.